Jean Messia, est-ce que on se fait des illusions toujours en pensant que le Hamas a peur de Trump? On parle quand même d'un groupe sanguinaire, suicidaire. Comment est-ce que vous interprétez son attitude au cours des derniers jours là? Je pense que si vous voulez, le Hamas en tant qu'organisation autoproclamée de la résistance islamique, c'est une organisation qui ne comprend que la force. La négociation, c'est un recours ultime pour essayer de se préserver de la disparition. Ce n'est pas une méthode ou un processus permettant d'aller vers la paix. Il faut bien comprendre que lorsque le Hamas négocie, ce n'est pas pour aller vers une paix durable avec Israël, c'est pour éviter l'écrasement et l'annihilation totale de ce qu'ils sont. Je pense aussi que quand le Hamas a accepté de négocier, c'est parce que il a accepté de négocier après que, comme le disait le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, il a ouvert sur lui les portes de l'enfer. Et donc évidemment, avec les bombardements intensifs et comme disait votre interlocutrice à Tel Aviv, une riposte disproportionnée, eh bien, in fine, c'est ça qui a fait en sorte que le Hamas vienne à la table de négociation. Donc quand Trump, si vous voulez, utilise un langage guerrier et un langage sans concession, le Hamas est très sensible à ce discours. Le Hamas n'est pas sensible à des discours de conciliation, de mièvrerie, de négociation pour négocier, pas du tout. Vous savez, le Hamas, c'est le pic de l'iceberg de haine d'une Oumma islamique qui est traversée aujourd'hui par un radicalisme extrêmement puissant. Or, on sait très bien que le suprémacisme islamique dont le Hamas est aujourd'hui l'incarnation, il ne s'arrête pas par des discours ou par des paroles ou par la bonne volonté. En 732, la conquête islamique en France, elle n'a pas été arrêtée par des émissaires et la diplomatie. Elle a été arrêtée par une guerre menée par des forces supérieures aux forces islamiques à l'époque. Et vous savez, les siècles passent, les temps changent, mais ça c'est la seule chose qui ne change pas. C'est que la force du suprémacisme islamique ne s'arrête que par une force supérieure. Et c'est ce que montre Trump, parce que quand Trump, qui est quand même le président des États-Unis, dit qu'il va faire vivre l'enfer au Hamas si le Hamas rompt l'accord de négociation, le Hamas comprend très bien ce que ça veut dire. Même si beaucoup d'interlocuteurs, notamment de la gauche et des progressistes, ne comprennent pas, je vous assure que le Hamas lui comprend très bien ce que ça veut dire. Et c'est pour ça que dans les heures qui ont suivi la déclaration de Trump, et on ne va pas chipoter comme le fait monsieur Daniel Sheikh sur votre plateau sur le fait que l'ultimatum de Trump n'est pas très clair, etc. Croyez-moi, dans l'esprit du Hamas, il est parfaitement clair, et d'ailleurs il est tellement clair que le Hamas a changé son fusil d'épaule quelques heures après les déclarations de Trump. Donc si vous l'avez pas compris, le Hamas lui l'a compris. Donc c'est ça finalement qui va ramener les otages. C'est une pression permanente, non pas une pression diplomatique, une pression militaire dont la diplomatie ne doit être que le porte-voix. La diplomatie en l'occurrence en elle-même et en elle seule ne va mener à rien et ne va rien résoudre. C'est pour ça que tant le Premier ministre Benjamin Netanyahou que le président Donald Trump, ils ont très bien compris, ils parlent très bien le langage du Hamas, et sans eux, effectivement, les otages n'auraient pas été libérés. Il est probable qu'à l'heure qu'il est, nous serions en train de commenter la fin de l'accord et la poursuite de la guerre. Vous dites c'est très simple, un seul moyen face au Hamas, c'est la force. Jean Messia, la réponse à la question du sondage qu'on a vu à l'instant, ce serait que Trump, comme vous l'avez dit, a fait plier, mais partiellement, là, le Hamas, avec sa méthode de businessman, de joueur de poker, en menaçant fort, en vue d'obtenir le maximum possible. C'était ça son objectif, vous pensez, plutôt que d'avoir tous les otages samedi? Je pense que si vous voulez, il faut croire que la parole de Trump est suffisamment forte et est jugée suffisamment crédible pour qu'à elle seule, elle infléchisse une position d'un mouvement qui par ailleurs est connu pour sa radicalité, son fanatisme et son inflexibilité. Donc je pense que quand Donald Trump annonce qu'il va déchaîner l'enfer sur le Hamas si celui-ci rompt l'accord, eh bien les gens du Hamas le jugent suffisamment crédible et plausible et le jugent capable finalement de mettre sa menace à exécution, et donc ils agissent en conséquence. Mais vous savez, moi je suis tout à fait d'accord. La prise d'otage normalement a été extrêmement étudiée dans les relations internationales et
même par la science économique, puisque on dit que les gouvernements ne doivent jamais négocier avec les preneurs d'otages, quels qu'ils soient. Le problème, c'est que les gouvernements, quand bien même ils affirment qu'ils ne négocient pas avec les preneurs d'otages, historiquement, tous les gouvernements ont négocié, la plupart du temps en secret, avec les preneurs d'otages, quand les otages ont été libérés. Là, en l'occurrence, si vous voulez, je pense pas, avec ce qui s'est passé le 7 octobre, qu'il y aura un nouveau 7 octobre qui permettra au Hamas à nouveau de prendre des otages par centaines. Ou alors, c'est que, mon Dieu, Israël n'a rien appris de ses erreurs. Donc, je pense qu'effectivement, il ne faut pas caler la politique étrangère d'Israël, la politique de défense d'Israël exclusivement et malheureusement sur l'émotion suscitée par les otages qui ne sont pas revenus et l'émotion des familles. C'est terrible à dire. Et je n'aimerais pas être à la place des familles qui sont endeuillées ou qui sont dans l'angoisse parce qu'ils ont perdu des proches ou parce que leurs proches sont encore ont un sort incertain. Bien sûr qu'on peut, en tant qu'être humain, et ceux qui sont au gouvernement sont des êtres humains aussi, et ils ne peuvent pas s'empêcher, évidemment, de faire la cause des familles des otages. Ouais. Mais le problème, si vous voulez, je vais vous raconter une petite anecdote. Rapidement, Jean-Michel. Pendant la Seconde Guerre mondiale, on a informé le général de Gaulle que son fils, qui était amiral, avait été prisonnier des nazis. Et les nazis ont voulu utiliser le fils du général de Gaulle pour faire du chantage, pour négocier une paix séparée à l'Ouest avec les Américains. Et quand le général de Gaulle, on a mis le parapheur de la lettre de Göring, lui annonçant que son fils avait été enlevé et que si il n'obtempérait pas, son fils serait déporté et probablement mort, le général de Gaulle est sorti de son rôle de père en signant sur la lettre à classer sans suite. D'accord ? Donc à un moment, si vous voulez, c'est terrible à dire. Et je ne suis pas sûr que tout le monde accepte ou est d'accord avec cela. Mais à un moment, si vous voulez, le gouvernement doit gouverner, et un leader politique, quand bien même ça serait son propre fils, doit avoir un cas de conscience. Est-ce qu'il résonne en tant que père ou est-ce qu'il résonne en tant que père de la nation? Jean Messia, vous restez avec nous en tous les cas. Jean Messia, c'est vrai qu'on avait des doutes sur le soutien de Trump à une opération israélienne. Il avait laissé planer un petit peu ce doute ces dernières semaines. Là, le message aujourd'hui, c'est que l'Amérique, si on en croit ces révélations, l'Amérique est derrière Israël dans ce dossier. Aujourd'hui, il y a évidemment un alignement de la politique étrangère et de défense américaine sur celle d'Israël, beaucoup plus qu'avec Biden ou avec ses prédécesseurs. Donc évidemment que Trump est évidemment beaucoup plus préoccupé par la sécurité d'Israël que ne l'était Biden. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je suis assez stupéfait du raisonnement de monsieur Daniel Sheikh, qui nous expliquait doctement il y a quelques instants que à Osirak, effectivement, c'était un bâtiment qui était à l'extérieur, c'était une opération facile, et qu'en conséquence, comme l'Iran a disséminé son programme nucléaire un peu partout, du coup, ça serait beaucoup plus difficile. Mais justement, là, en l'occurrence, qui peut le moins doit pouvoir le plus, d'une certaine façon, parce que le danger que représentait Osirak était sans commune mesure avec le danger que représente le programme nucléaire iranien et les avancées nucléaires iraniennes, dont on sait que la première utilisation, c'est Israël qui en fera les frais. Donc si Israël du temps de Begin avait jugé indispensable une frappe sur l'Irak avec un seul bâtiment, évidemment qu'aujourd'hui, avec tout un programme disséminé en souterrain capable à terme pas très lointain de frapper Israël, la menace est encore beaucoup plus grande et donc la nécessité d'agir beaucoup plus forte. C'est ça la logique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'évidemment que vous allez stopper le pouvoir, la capacité nucléaire iranienne en frappant, mais en fait, ça ne fera que retarder l'échéance, parce que tant que le régime des mollahs est là, il est capable de réparer. Vous savez, on avait injecté des virus il y a quelques années dans le programme nucléaire iranien, et ça l'avait retardé de plusieurs années. Mais ça ne l'a pas complètement annihilé. La seule manière d'en finir avec le programme nucléaire et la menace qu'il représente pour Israël, c'est d'en finir avec le régime des mollahs. Et comme le disait Madame Lefebvre il y a un instant, effectivement, dans la société civile iranienne, il y a énormément de personnes, non seulement qui n'ont rien à faire des Palestiniens et de Gaza, mais qui, de surcroît,
soutiennent Israël, parce qu'il faut rappeler qu'avant l'arrivée des mollahs au pouvoir, il y a eu une coopération très grande entre l'Iran, du Shah d'Iran et Israël. Et ça, les élites iraniennes, en tout cas une partie d'entre elles, ne l'a pas oublié. Donc si effectivement aujourd'hui l'Iran et le régime des mollahs est sur la sellette, il est sur la sellette parce qu'il y a la menace extérieure en provenance d'Israël, appuyée par la nouvelle politique de Donald Trump, mais elle a des relais à l'intérieur de la société civile parmi les urbains et les élites iraniennes. Donc effectivement, il y a une tenaille qui est en train de se refermer sur les régimes des mollahs, et la question c'est pas si elle se refermera, c'est quand. Ouais, c'est ça la grande question, effectivement. Alors, la fenêtre pour l'instant elle est favorable à Israël, il faut la saisir tout de suite parce qu'elle peut se refermer demain. Donc c'est pour ça que l'Iran, s'il y a le go des Américains, bah faut pas laisser passer l'occasion. Ouais, d'accord avec ça, Jean Messia, il y a un alignement. Je suis pas contre vous, monsieur Cheikh. Hein. Allez-y. En tout cas, alignement aujourd'hui, c'est comme je suis pas du tout remonté contre monsieur Cheikh. Oui, je voulais simplement lui préciser que je voulais simplement lui préciser que effectivement frapper le programme nucléaire iranien ne se limitait pas au programme nucléaire. Je pense que le frapper et l'anéantir, en tout cas pour un certain nombre d'années, constituerait un symbole très fort que la République islamique, contrairement à ce que croit une partie de sa population, n'est pas invincible. Et en cela, cette frappe ou ces frappes constitueraient une forme de catalyseur pour encourager une partie de la population à renverser son propre régime. Donc il faut inclure les frappes nucléaires, non pas comme si c'était une action isolée, déconnectée du cadre politique et du cadre géopolitique, mais au contraire, il faudrait en faire l'étincelle qui enclenche un processus d'élimination de la République des mollahs à terme. Et ça résoudrait beaucoup de problèmes dans la région, y compris pour les Saoudiens, qui rêvent que de ça, hein, on le sait bien. Alors, question également pour vous, hein. Jean Messia peut-être. C'est vrai que Sophie Pommier, elle est passée, on l'a dit, par le Quai d'Orsay, par Sciences Po. C'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt, parce qu'on sait ce qui s'est passé là-bas, hein. La forêt de pommiers, si on peut dire. Bah, malheureusement, si vous voulez, moi qui ai fait également Sciences Po Paris dans les années 90 et puis l'ENA un peu plus tard, j'allais dire c'est une autre époque. Aujourd'hui, ces institutions sont pourries jusqu'à la moelle par l'islamo-gauchisme, le wokisme, etc. Enfin, des idéologies qui étaient totalement étrangères, si vous voulez, à la France il y a encore quelques dizaines d'années. Cette comparaison est une comparaison absolument honteuse, parce que j'aimerais bien, si vous voulez, que Madame Pommier nous explique combien de femmes ont été violées et éventrées par des résistants français. Est-ce que Madame Sophie Pommier considère qu'enlever les enfants, enlever un enfant de l'âge de l'enfant bibasse, c'est-à-dire un bébé, est-ce que les résistants français se sont rendus coupables de tels crimes? Non. Les résistants français s'attaquaient à des trains, s'attaquaient à des soldats d'une armée d'occupation, mais s'attaquaient pas à des enfants ou à des femmes. Ça, c'est pas un acte de résistance, c'est un acte criminel. D'accord? Donc, ce relativisme, si vous voulez, moral, et cette manière que la gauche a de mettre finalement tout sur le même plan est absolument abjecte. Et la gauche, en fait, aujourd'hui en France, elle se fourvoie en prenant fait et cause pour une oumma et pour comment dirais-je, les institutions les plus choquantes et les plus sanguinaires de la oumma. Où est la gauche de l'humanisme? Où est la gauche qui s'enquérait du plus faible? Où est la gauche qui manifestait à Carpentras après ce qui s'est passé à Carpentras dans la rue pour dire non à l'antisémitisme? Quand vous pensez que le président Macron lui-même a refusé de marcher avec les gens qui ont manifesté contre l'antisémitisme au lendemain du 7 octobre, alors là où François Mitterrand, 20 ans plus tôt, était descendu avec la foule, là, rien que ça, si vous voulez, c'est un symbole de ce qui se passe en France. Effectivement, très rapidement.